Non, il faut le micro. Non, je Enfin, bon. comme ça, je t'entends. Comme ça, tu entends, d'accord. Quand les copains ont téléphoné en demandant à ce qu'on vienne sur Strasbourg pour aborder la question des violences policières et de l'islamophobie, parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui sont fortement liées. Enfin, vous allez voir, vous le savez. Il se trouve que nous, dans les collectifs de violences policières, on a redessiné la carte de France. Nous, quand on nous parle de Strasbourg, de là-bas, à Paris, je ne vois pas le marché, je ne vois pas la cathédrale, je vois aussi une bourrasse. Quand on nous parle du Havre, c'est d'autres victimes des violences policières. Autrement dit, on peut décliner sur Grasse, sur Toulon, sur Lille. Les noms résonnent à chaque fois. À chacune des villes s'accroche une victime. C'est ça aujourd'hui la carte de France, que certains vivent dans leur traits. Et j'aimerais commencer d'ailleurs par des rendez-vous militants. Parce que si des fois tu avais prévu de t'endormir, autant les donner dès le début. Ces rendez-vous militants, c'est des rendez-vous auprès de ceux et celles qui ont disparu. De ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des commémorations. Il y en a eu pour Hussein Bourras, il y en a eu pour Aleziri, il y en a eu pour beaucoup d'autres, il y en a encore. Il y a un prochain rendez-vous pour Babacar Gaye, le 3 décembre, à Rennes. Ça a été dit, on en a parlé, il y a Abdoulaye Camara, qui a perdu la vie au Havre. Prochain rendez-vous le 17 décembre. Le 7 janvier pour Wissam El Yamni, à Clermont-Ferrand. Il y a un rendez-vous important aussi, parce qu'on va rejuger. On va rejuger le policier qui a tué, assassiné, pour reprendre Témo Fatia, Hamid Bentoutsi, d'une balle dans le dos. Il va y avoir aussi une commémoration très importante autour de la mine Dieng, tant d'années après. Et puis aussi, pour Aleziri, au mois de juin, à Argenteuil. Et je voudrais dire ici que c'est compliqué de parler des légitimités. On aurait pu être 15 000 derrière cette table. Là-bas, Assa Traoré se bat avec les siens pour regagner un peu de dignité. Elle aurait pu être là aujourd'hui. Elle m'a dit, passe-leur le bonjour. Passe-leur le salut fraternel à Strasbourg. Ahmad Bentoutsi vous salue tout autant. Il vous salue plein de larmes pour avoir été avec eux il y a 2 jours à Assa Traoré, beaucoup d'autres, en face de cette mairie, en face de cette mairesse absente, en face de ces gendarmes qui mettent la pression, qui ont tué Adama Traoré, et qui aujourd'hui, il y a 2 jours, ont mis en garde à vue les 2 frères d'Assa Traoré. C'est un véritable acharnement sur la famille. Dans les coulisses, ils pleurent. Dans l'entre-soi, ils pleurent. Face aux médias, ils sont debout. Ils disent que ça les renforce dans leur combat. C'est vrai. Mais la première des choses que l'on doit faire, tous ensemble, c'est partager avec eux et assumer la dimension émotionnelle, assumer les larmes. Parce qu'Assa Traoré a une formule qui est belle et qui est vraie. Elle dit à tous ceux et toutes celles qui viennent l'écouter, elle dit: depuis qu'Adama, mon frère, est mort, eh bien Adama, c'est devenu votre frère à tous. Et je ne doute pas, pour Fatia Madame Bourras, concernant Hossein, c'est notre frère à tous. Ce combat, c'est pas le combat de ceux et celles qui vivent relégués dans les quartiers points qu'on appelle populaires, mais tellement impopulaires au regard de beaucoup de gens. C'est le combat de nous tous, de tous les citoyens et toutes les citoyennes qui aimeraient voir un peu de dignité, juste un peu de dignité, traverser le paysage. Parce que c'est ça qu'ils demandent avant tout. Et évidemment, ça va avec la justice, et ça va avec la vérité. Ça, c'est le premier point, le partage émotionnel. Et puis, il y en a un deuxième qu'il faut bien entendre. Parce que quand les familles sont endeuillées, quand ces policiers, ces gendarmes ont décidé que les promesses de ces jeunes, de ces fils, de ces frères s'arrêteront, quand ces gendarmes ont décidé d'éteindre l'avenir, quand ils ont plongé dans le noir, dans le deuil, toutes ces familles-là, il faut avoir en tête que plonger dans le noir, c'est pas dans le moment de l'instant. 2 ans, 3 ans, pour Aleziri, 7 ans,
et c'est beaucoup d'années après, dès lors que la vérité et la justice n'est pas donnée, où le deuil ne peut pas se faire. Ils sont matériellement, physiquement plongés dans le noir. Et j'aimerais juste rappeler, je ne sais pas si vous le savez, il a été question dans le film fait par Salma, qui est une militante extraordinaire, que Ziad et Bouna, quand ils ont été électrocutés après avoir fui la police à Clichy-sous-Bois, ce soir-là, à 19 h, à Clichy-sous-Bois, parce qu'ils ont été électrocutés, c'est tout le quartier qui a été plongé dans le noir. Plus de lumière, plus de télévision. Les gens sont sortis aux fenêtres pour comprendre. Ils vont comprendre que Ziad et Bouna sont morts. Alors, le deuxième élément que je voudrais apporter ici, c'est dire que quand on est plongé dans le noir, et beaucoup sont encore dans le noir, et il est normal que des jeunes et des moins jeunes décident de temps en temps de rallumer la lumière en mettant le feu, en mettant des flammes. Je le dis parce que ce qui s'est passé à Beaumont-sur-Oise, où vous avez pu voir les images sur BFM et iTélé, où on vous montre ces flammes, ces bus enflammés, ces débris calcinés. Il faut y voir dans ces flammes simplement la lumière sur ce que vivent justement ces jeunes et ces moins jeunes dans ces quartiers. Il faut voir dans ces débris calcinés justement à quoi ressemblent les vies de ces jeunes, de ces trop jeunes, à qui on a dit que l'avenir ne pouvait pas s'inscrire pour eux dans ce pays-là. Parce que la réalité, qu'on le veuille ou pas, et ça nous oblige à la solidarité avec ces gens-là, ces jeunes-là et ces gens-là, quand ils mettent justement en exergue leur douleur, leur souffrance, et y compris quand ça passe par des flammes. Je crois pouvoir dire qu'il y en a peut-être quelques-uns ici qui ont fait mai 68. Il n'y a aucun problème pour dire que sur les barricades, il y avait aussi des flammes. Il y a des bagnoles qu'on cramait. Il y avait peut-être des tracts. Là, il n'y a peut-être pas de tracts. Mais d'un certain point de vue, c'est une remise en cause de notre système, à la fois inégalitaire et raciste, qui est mis en avant. Il y a une parole politique. Il y a du contenu politique dans ces révoltes-là. Et la réalité, il faut le dire, c'est que lorsqu'on voit les flammes, c'est parce qu'ils ont décidé de les montrer, mais que le reste du temps, le reste de l'année, dans ces quartiers populaires, ça brûle sans flamme, ça brûle en silence, ça se consume doucement. Quand tu tombes à l'école, ça brûle. Quand tu tombes au chômage, ça brûle. Quand tu tombes en fin de droit, dans la précarité, ça brûle. Quand tu tombes dans le système d'études des merdes, et parfois tu tombes en prison, ça brûle encore. Quand tu tombes dans la drogue et l'alcool, ça brûle. Et quand tu tombes dans un service psychiatrique, parce que tu retournes la violence d'un système contre toi-même, ça brûle, parce qu'on ne parle jamais assez des troubles psychiatriques dans les quartiers populaires. Et enfin, quand tu te fais contrôler pour la énième fois dans un quartier populaire par les mêmes flics qui te connaissent par cœur, et ça s'appelle des contrôles aux faciès, ça brûle toujours. Voilà pourquoi de temps en temps, ces jeunes et ces moins jeunes décident de mettre un peu de son et d'image. Et quand ils mettent le son et l'image, eh bien ça porte un nom. Ça s'appelle une révolte. Et de ce point de vue-là, notre solidarité, elle doit être pleine et entière. On ne doit pas tortiller de l'arrière-train. Ce sont celles et ceux qui décident de choisir leur arme de contestation. Comment vivre autrement qu'une atteinte à la dignité? Le fait d'emprisonner jusqu'au 14 décembre les deux frères d'Adama Traoré qui a été tué au mois d'août par les gendarmes. Comment ne pas se révolter quand la mairesse de cette ville, à Beaumont-sur-Oise, sur son compte Facebook, appelle les Français de souche à s'armer? Elle a le droit. Elle a le droit de crier à la haine de l'autre, de tenir des propos racistes. Évidemment, les autres n'ont pas le droit. Et ce qui fait mal à la tête dans cette affaire-là, c'est que combien de journalistes, de politiciens et d'intellectuels, la main sur le cœur, sincèrement, quand il y a des Noirs qui sont abattus aux États-Unis, ils disent la police américaine est raciste, et ils ont raison. La police américaine est structurellement raciste.
Parce qu'elle vise les hispanos, elle vise les noirs, elle vise les pauvres. Et quand je dis les pauvres, c'est évidemment d'abord les noirs et les hispanos parce que ce sont les premières victimes du système inégalitaire qu'il y a aux États-Unis. Ces mêmes intellectuels, journalistes et politiques en France nous disent c'est dégueulasse. Les Noirs américains aux États-Unis, 38% d'entre eux vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, c'est dégueulasse. Mais pourquoi, quand c'est au bout de leur nez, quand c'est tout près de chez eux, ils ne sont pas capables de voir les statistiques qui font que dans les quartiers populaires, il y a un jeune sur deux qui vit sous le seuil de pauvreté. Il y a parfois 60% de chômage. Bien plus de jeunes au chômage dans les quartiers populaires qu'il pouvait y avoir en Espagne avec la révolution, le mouvement Podemos que ça a donné, et c'est très bien que ça puisse se traduire comme ça politiquement. Il y a une misère sociale extraordinairement forte. Et même Valls, des fois, il a des éclairs de lucidité. Mais juste des éclairs. Ça s'arrête la lucidité chez Valls. Quand il dit que dans les quartiers populaires, il y a des zones de l'apartheid. Oui, il y a de l'apartheid. Il oublie juste de dire que l'apartheid, ça se construit, ça se fabrique. Et qu'il a quelque chose à voir dans ces zones de relégation sociale. Et puis, l'autre élément, puisqu'on parle de police américaine raciste, ça commence à bien faire. Je sais bien que quand on n'est pas sujet au contrôle continu des policiers, c'est compliqué. Et tant mieux. Mais vous savez, dans les quartiers populaires, quand on est noir et arabe, Rome, mais il n'y a pas de démonstration à faire que la police est raciste. Et c'est pas un coup de nerf que je donne là. Je ne le dis pas dans un emportement, c'est pas l'adrénaline qui parle. Quand le Cevipof, en 2015, après les élections régionales, sort un chiffre statistique, après son enquête, et dit 70% des policiers en France ont voté Front National. Il n'y a plus beaucoup de doutes. 70%, c'est pas mal. On peut clairement dire qu'il y a au moins 70% de victimes. Je dis au moins parce que ça ne veut rien dire sur les 30% restants. Je rappelle qu'on peut très bien ne pas voter Front National dans ce pays et être ouvertement raciste. Si tu as besoin du mode d'emploi, je peux te le donner, mais ce serait une insulte. Autrement dit, on a une police dans ce pays qui est majoritairement, une majorité écrasante, raciste, d'un point de vue structurel. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'on en voit sur les quartiers populaires. C'est ça qu'on en voit sur la famille d'Adama Traoré. Alors, vous comprenez, y compris quand parfois nous on dit on flippe notre race, c'est pas qu'au sens figuré, c'est au sens propre. Quand tu as des flics en face de toi, tu as bien compris que c'est parce que tu étais arabe, noir et pauvre par ailleurs que tu risques de tomber. L'autre aspect de cette affaire-là, il ne s'agit pas simplement de dire que la police est raciste, point, ceci au passage. Ceux qui nous l'avons de la main sur le cœur, la police républicaine. Vous vous rappelez, après Charlie Hebdo, les belles manifs, paraît-il, où tout le monde voulait embrasser un flic, même Renaud, il en a fait une chanson. C'est quand même bon de savoir que la police républicaine dont on parle est raciste. Alors de deux choses l'une. Soit la République est raciste, et dans ce cas-là, nous, il n'y a pas de problème, on peut signer, on est d'accord. Soit la police est anti-républicaine, et dans ce cas-là, c'est assez emmerdant quand même pour ceux et celles qui viennent nous chanter à chaque fois les bienfaits de la police dans ce pays-là. L'autre aspect, parce que ça ne concerne pas que la police, ça a été dit par Fatima, il y a la justice. Et c'est ce qui nous fait dire que le racisme est systémique. C'est-à-dire qu'il gagne tout le système. Parce que la justice, ça a été dit exactement, j'ai rien à rajouter. Elle disculpe les policiers quand les policiers tuent et assassinent, et c'est vrai aussi pour les gendarmes. Et on a tous les exemples qui ont été montrés dans le film fait par Salma et d'autres camarades. À chaque fois, les policiers s'en sortent. À chaque fois, dans le sens où de la prison ferme, c'est de l'inexistant. Au mieux, c'est en sursis. Et encore, faut les trouver, les exemples. Mais le pire, c'est pas tant le non-lieu, c'est la procédure judiciaire. Ça a été évoqué. À chaque fois, il y a des pièces qui disparaissent. Il y a des dossiers médicaux qui disparaissent. Il y a des écoutes téléphoniques, ça a été dit, qui disparaissent. Il y a des caméras partout. Mais quand c'est la police qui justement est montrée du doigt, la caméra devient aveugle.
Ou alors elle n'est pas vers son dossier comme dans l'affaire Aliziri. C'est-à-dire que le film montre très bien que M.